Ils nous envahissent. Pieuvres, crabes et calamars de l'espace dressent lentement et sûrement leurs plans pour la conquête de notre monde. Les Game Centers sont leurs aérodromes. De ces salles dédiées au divertissement, où les humains se rassemblent et baissent leur garde, ils infiltrent l'esprit des joueurs au point de les obséder et les ruiner. Car pour espérer se débarrasser de l'emprise des envahisseurs, il faut payer. Japan Invaded, Space Invader Hits Japan, titrent les journalistes américains. Nul besoin d'être sur place pour se rendre compte qu'à l'autre bout du Pacifique, la situation dégénère. Les salles d'arcade, ces lieux ouverts 24h sur 24 pour certains, plongés dans des nuages de fumée de cigarettes, condamnés à l'obscurité afin d'éviter tout reflet sur les écrans, aggravent leur réputation déjà peu reluisante. À 100 yens la partie, les jeunes et les moins jeunes sont prêts à tout pour assouvir leur envie irrépressible d'être le plus grand pourfendeur d'aliens. Des vols se multiplient, envers autrui ou à domicile, d'argent, de clés donnant accès aux monnayeurs, ou, plus couramment, de briquets, les ondes électromagnétiques de ceux-ci permettant de rejouer gratuitement. Des adolescents, quand ils ne raquettent pas ou sèchent les cours pour massacrer des crustacés galactiques, s'improvisent banquiers en endettant leurs camarades les moins fortunés. La pègre s'en mêle aussi, profitant du flou juridique autour de ce nouveau média. Le 14 mai 1979, une soixantaine de bandes sont volées. Le marché du pachinko, mélange de machines à sous et de flippers, loisir très populaire chez les travailleurs, s'effondre, mettant en faillite tout un pan de l'économie. La folie est telle qu'une pénurie de pièces de 100 yens se produit, obligeant la Banque nationale du Japon à augmenter sa production monétaire. Devant les milliers de faits divers liés à Space Invaders, le gouvernement se doit d'intervenir. Il le fera sans pour autant se poser la question suivante. Qui est à l'origine de ce remue-ménage ? Qui a pu, avec un simple jeu, retourner un pays tout entier ? Ce n'est que bien plus tard qu'un coupable sera désigné, et ce n'est pas n'importe qui. Rien de moins que l'homme qui a donné naissance au tout premier jeu vidéo japonais. Un beau matin de 1973, on nous a livré une étrange borne. Elle était posée juste à côté de ma section fourniture. En la regardant avec plus d'attention, j'ai remarqué qu'elle intégrait un téléviseur en façade et qu'à l'intérieur de l'imposante carcasse se trouvait une simple carte de circuit imprimée. Rien d'autre. Lorsqu'on mettait la machine sous tension, l'écran affichait différents éléments et offrait un jeu qui ressemblait à une sorte de ping-pong électronique. Quelle découverte! Première fois que Tomohiro Nishikado en voit un. C'est un jeu vidéo. Depuis une vingtaine d'années, les chercheurs américains ont su profiter de la montée en puissance des ordinateurs pour mettre au point des morpions électroniques, du tennis sous oscilloscope ou même un shoot'em up spatial. Des plaisirs autrefois réservés aux instituts universitaires, seuls à posséder le matériel requis, mais que des ingénieurs avaient voulu extirper des laboratoires pour en faire profiter le grand public. L'un d'eux, Nolan Bushnell, fondateur d'Atari, suite à l'échec de son trop compliqué Computer Space, conçu avec Alan Alcorn Pong, devant lequel se tient Nishikado en cette matinée de 1973. Si cette machine a sillonné les océans jusqu'au port de Yokohama et les usines de Pacific Kogyo, filiale de Taito, fabricant de jeux de pinces et autres machines électromécaniques, c'est que l'étudier en vaut la peine. Pong, sans inventer le jeu vidéo, marque le commencement de l'industrie vidéoludique grâce à ses bonnes ventes. Et dans ce business, ce qui marche est imité.
Sega réagit le premier en proposant son Pongtron en location test. Taito emboîte le pas avec Elepong. Mais les Japonais peuvent baptiser leurs bornes comme bon leur semble, elles n'en restent pas moins que de simples copies. Les instructions sont traduites, la façade habillée à l'image de la marque, l'écran remplacé, mais la carte mère d'Atari, elle, est identique. Tout comme le jeu donc. Une pratique d'un autre temps, douteuse, qui ne préoccupe pas outre mesure Nishikado. Non. À ses yeux, l'enjeu est ailleurs. Employé chez Pacific Kogyo depuis 1968, ce jeune homme d'une vingtaine d'années n'a cessé jusqu'ici d'être transféré de secteur en secteur au gré des besoins de la firme, la moitié du temps sans que l'on exploite ses compétences. Bricoleur né, diplômé de l'université d'électronique de Tokyo, son embauche devait l'amener à imaginer les produits de l'entreprise et non perdre son temps en section d'assemblage ou au contrôle qualité. Sa période au sein de l'équipe de développement a été sans surprise la plus épanouissante. Il y avait conçu ses premiers jeux électromécaniques, dont l'ingénieux Skyfighter et sa suite, des jeux de tir à l'immersion spectaculaire pour l'époque. Peu importe ses bons résultats, une nouvelle pénurie de personnel l'avait contraint à quitter son poste, direction le service des fournitures. Il y travaille encore lors de la livraison de Pong. Heureusement pour lui, son chagrin n'avait pas échappé à son directeur de la division de développement. Quelques mois après ma mutation, le directeur de la division de développement m'a tendu 2 ouvrages dont les titres indiquaient circuit logique intégré et m'a dit « Nishikado, je pense qu'à l'avenir, nous aurons vraiment besoin d'utiliser ces technologies de circuit logique. J'ai comme l'impression que tu t'ennuies ici. Alors en attendant des jours meilleurs, tu devrais peut-être lire ça et apprendre. » Ces livres, je les ai littéralement dévorés pendant mes week-ends et jours de congé. Comme j'avais déjà de solides connaissances en électronique, il ne m'a pas été difficile de comprendre les bases de cette nouvelle technologie. Bien entendu, plus je comprenais leur fonctionnement, plus j'acquérais la certitude que ces petits composants seraient l'avenir. Ces longs mois n'ont pas été vains. À force de lecture, Nishikado est devenu un élément clé pour la nouvelle ère qui s'annonce. Lorsqu'il propose de développer un jeu original pour la firme, il est accueilli à bras ouverts. L'occasion, enfin, de prouver que sa place est aux côtés des créatifs et d'éventuellement imposer Taito comme innovateur plutôt que suiveur. Obnubilé par sa quête personnelle, Tomohiro Nishikado s'apprête à marquer de son empreinte l'industrie. Soccer. Le premier jeu vidéo made in Japan de l'histoire, c'est Soccer. Les différences avec Pong ne sautent pas aux yeux, la nécessité d'envoyer la balle à un endroit précis, les buts et la possibilité de diriger plusieurs joueurs en même temps à la manière d'un baby-foot. Toujours est-il qu'il a fallu bien des efforts aux bricoleurs nippons pour en arriver là. Un mois de travail 7 jours sur 7 fut nécessaire rien qu'à retranscrire sur papier le schéma de la carte mère de Pong, puis un autre pour comprendre son fonctionnement. Un investissement aussi chronophage que fructueux. Nishikado peut d'ores et déjà gagner en ambition, tandis que ses concurrents empruntent à peine le chemin sinueux qui a été le sien. Après un basketball au rendu moins basique, il livre aux joueurs Speed Race. Terminé le temps où Atari menait la danse. Leur grand track 10 n'a pas convaincu Nishikado. Il a bien mieux en tête. Sa source d'inspiration, la borne électromécanique Mini Drive à laquelle il jouait plus jeune. On y conduisait une voiture en plastique sur une route défilante à l'aide d'un tapis roulant. Ce simple emprunt lui fait inventer ni plus ni moins que le scrolling. Une idée qui élargit subitement le champ des possibles et fait prendre conscience aux uns et aux autres qu'un jeu ne doit pas forcément se cantonner à une zone d'action statique. Outre l'éminente avancée que cela représente, dans l'immédiat les sensations de vitesse de Speed Race s'en trouvent décuplées. Une qualité chère au cœur du créateur qui, dès Skyfighter, reprenait ce procédé. Fort de cette réussite qui donnera lieu à une série et pour la seconde fois avec Basketball, une réalisation Nishikado est exportée en Amérique, un continent qui surveille désormais de près sa progression, allant jusqu'à l'inviter à San Francisco en octobre 1974. Aucun des innombrables quartiers de The City by the Bay, pas même son Japantown, ne peuvent atténuer le dépaysement de Nishikado.
Jamais il n'avait voyagé hors de son pays natal. Le déplacement en vaut la chandelle, il est venu visiter les locaux d'Atari et rencontrer les pionniers Nolan Bushnell et Alan Alcorn. Ces derniers lui suggèrent officieusement de rejoindre leurs équipes, mais il ne se voit pas imposer à sa famille un tel déménagement. Une autre proposition, officielle celle-ci, consiste en un partenariat. Il fallait payer une licence et Atari nous offrait la possibilité d'utiliser leur technologie. Et là, Michael Kogan m'a posé la question suivante. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que nous ayons besoin de nous lier davantage à Atari ? Ce à quoi j'ai répondu, de ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis capable d'en faire autant. Là, le visage du président s'est illuminé et il m'a dit, un grand sourire aux lèvres, « C'est vrai ? Que je suis content de te l'entendre dire. » Nishikado déborde de confiance en lui, en plus d'avoir obtenu celle de ses supérieurs. Peut-être trop. À son retour, les projets s'enchaînent, parfois avec retentissement, parfois moins, mais suivant une ligne directrice, pousser le réalisme dans ses retranchements. Ligne qui semble le perdre à la sortie du nouveau titre d'Atari au printemps 1976. Qu'est-ce que c'est que ce jeu primitif ? Nishikado est capable d'afficher des avions, des nuages, des cow-boys. Alors comment se fait-il que ces rectangles archaïques suffisent à amadouer la grande majorité des joueurs ? Avec Breakout, Atari invente le casse-brique et rafle la mise. Ce sera un indémodable. Nishikado ne peut que se rendre à l'évidence, la course à la sophistication à laquelle l'industrie et lui se sont livrés était une erreur. Le concept est plus fort que tout, message bien reçu. En attendant, son orgueil en a pris un sacré coup, d'autant plus qu'un membre de la direction le met au défi de surpasser ce triomphe. Animé par l'ambition d'apprivoiser la technologie des microprocesseurs, il réfléchit aux moyens de parvenir à ses fins. Au début, les axes d'amélioration sont anecdotiques. Remplacer la raquette par quelque chose qui tirerait directement sur les cibles qui devraient être mouvantes pour corser un peu le tout. Des raisonnements classiques pour un résultat trop classique. Nishikado aspire à mieux, à s'éloigner de sa logique habituelle qui consiste souvent à adapter les bornes électromécaniques en jeux vidéo. Cette fois-ci, il est primordial qu'il apporte une dimension qu'aucun autre support ne peut reproduire. Et si les cibles étaient dotées d'intelligence artificielle ? Personne n'avait encore jamais pensé à créer un véritable duel à mort entre l'homme et la machine. Devoir choisir entre jouer contre soi-même ou un autre joueur, c'est de l'histoire ancienne. Nishikado oppose les joueurs à des ennemis virtuels, désormais capables de rétorquer. Ils canardent à tout va devant eux, accélèrent leur cavalcade et deviennent plus agressifs en approchant. Reste à enrober le tout d'une thématique, celle de l'espace, inspirée d'un magazine commentant un petit film à venir, Star Wars. Au terme d'un an de labeur, interrompu par les stagnations techniques et le travail sur d'autres projets, le nouveau bébé de Nishikado voit le jour. Le départ se fait timide. En été 1978, bingo, le boom Space Invaders se produit. 最初はちょっとね、こういうテレビゲームってちょっとバカにしてたんですよね。でね、まあちょっと冗談で最初やったんですけどね。やっていくうちにね、なんかね、非常にキザに言えば純粋にこう勝負だけ、点数だけにこう追っかけられるっていうね。ある種の一時昔流行ったんですけどね、無償の恋みたいなね。ストレス解消にはいいんですよ。面白いんです。だから仕事で頭がちょっとした時に。Ce jeu est trop punitif, se disent les professionnels. Une erreur et la partie peut s'interrompre d'un moment à l'autre. Et pourtant, les compétiteurs relèvent le défi. Le bouche à oreille aidant, dès que se forment, les cashbox se gorgent de yens et Taito se voit brusquement inondé de commandes. Le clonage massif qui résulte de ce succès est alors tel que l'industrie s'organise enfin pour commencer à intégrer la notion de propriété intellectuelle en matière de jeux vidéo. コピーをしようという気持ちがあればね、一定の時間があればね、コピーできるわけです。でしかもそれに対してですね、その適切な手がですね、果たしてあるかと申しますとないわけです。で要はですね、そういう考え方を捨てて、これからのそのいわゆるアミューズメント業界のですね、発展のためにはですね、
むしろですね、相互にそういうソフトをね公開して、そしてこの新しいですね、しかも巨大な、そしておそらくですね衰えることはない、つまりインベーダー衰えてもいわゆるマイコンを軸にした遊びは栄えている。En attendant, c'est tout un genre qui émerge. Les trois quarts des bandes disponibles sont issues de près ou de loin du hit de Nishikado. On appelle les lieux spécialisés en la matière les Invader House. Les consoles ne s'étant encore que très peu invitées à domicile, le seul moyen de s'essayer à ces nouveaux jeux si excitants, c'est de se déplacer en salle. En résultent des bénéfices faramineux. Taito vit son âge d'or, celui qui le fera opter pour sa mascotte. La logique commerciale s'enclenche, à coups de produits dérivés, compétitions, nouvelles versions du jeu, tout pour exploiter le filon autant que faire se peut. La saturation est inévitable. Le cycle des casse-briques avait déjà commencé à irriter la population, mais Space Invaders joue dans une autre cour. De la même manière que les flippers avaient été prohibés dans la plupart des villes américaines à partir des années 40, accusés de faire perdre du temps et de l'argent aux jeunes, en plus d'alimenter les activités de la mafia, les dérives du divertissement virtuel finissent par inquiéter. Nombre d'enfants japonais censés être en cours sont surpris en train de jouer. Un gay fait toujours en sorte d'alerter la bande en cas de danger, car les professeurs ont fini par planifier des rondes au sein de leur quartier pour tenter d'enrayer le phénomène. Mais certains jeunes ne se contentent pas de faire le mur. Un jour, 2 d'entre eux dérobent des clés permettant de se servir à volonté dans les monnayeurs de plusieurs machines. Un autre, ce sont des dizaines de passe-partout qui fuitent et sont vendus 500 yens l'unité. Passe-partout ne donnant pas accès à l'argent mais à des mécanismes débloquant des parties gratuites. Néanmoins, l'envoûtement ne touche pas uniquement les écoliers. Encore un cas d'adulte rendu fou, il vole 2,7 millions de yens pour jouer, affirme le Asahi Shimbun du 17 mai 1979. Les Yakuza pour leur part tirent avantage de la situation pour nourrir leurs activités clandestines. Car même si Space Invaders n'est en rien comparable au jeu d'argent, il n'en fait pas gagner, des centaines de gérants de salles et salons de thé, soucieux d'attirer la clientèle, proposent cigarettes, gâteaux, sodas et cafés gratuits si un certain score est atteint. À l'anarchie succède la réglementation. Les Invader House doivent être soumises aux mêmes lois que les établissements traditionnels, clame l'État. De son côté, l'industrie, le 2 juin 1979, énonce au cours de la fameuse Invader Gyokai Shishuku Sengen 4 normes à respecter. Naturellement, les éternels insatisfaits hurlent à la mesurette. Bien mal leur en a pris, la conférence fait son petit effet, amplifié par la lassitude coutumière suivant tout engouement. La vie reprend son cours, mais l'image des salles d'arcade a sévèrement été écorchée et le restera pour longtemps. Les Space Invaders, eux, même une fois passés de mode, demeurent dans les esprits comme l'une des premières figures identifiables du média, avant même que Pac-Man n'avale le moindre fantôme et que Mario n'emprunte les canalisations du royaume champignon. Cependant, si Shigeru Miyamoto est devenu célèbre après ses prouesses, il en a été tout autrement pour Tomohiro Nishikado. Les choses ont bien changé. Les jouets d'un temps sont devenus les œuvres d'art d'un autre. Dans les années 70, point d'art, donc point d'artiste. Qui plus est dans un pays où l'individu s'effaçait au profit du collectif. Il a fallu donc attendre près d'un demi-siècle pour que le nom de Tomohiro Nishikado n'émerge. Le monsieur est discret, ce n'est qu'en 1988, soit 10 ans après la sortie de Space Invaders, qu'il s'est exprimé auprès d'un journaliste. Il avait alors à contre-cœur délaissé le développement de jeux vidéo. Début des années 80, alors qu'il n'avait en tête que l'envie de marquer à nouveau les joueurs, Taito ne pensait qu'à l'exploitation du matériel déjà présent dans les salles. Formateur de jeunes recrues, chercheur au sein de la division en charge d'imaginer les loisirs du futur, responsable de la section jeux-consoles, ses missions suivantes ont été diverses et se sont éloignées de l'artisanat.
C'est entre autres ce qui l'a décidé en 1996 à démissionner, en conservant une place de consultant, pour lancer Dreams, son propre studio. En 2010, année de sa retraite, l'entreprise comptait 130 salariés, des dizaines de jeux, et s'est spécialisée dans le débogage. C'est une réussite. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui découvrent l'identité de l'homme qui un jour a rendu fou le Japon, qu'il est l'inventeur du scrolling et d'autres fonctionnalités qui innervent le jeu vidéo, le premier à en avoir créé un au pays du soleil levant, et qu'il s'appelle Tomohiro Nishikado. Je n'ai jamais été très doué aux jeux vidéo. C'est à peine si j'arrive à passer le premier stage de Space Invaders. Ce n'est pas grave car pour moi, le jeu vidéo n'est pas forcément quelque chose que j'ai plaisir à pratiquer. C'est avant tout quelque chose que j'ai plaisir à développer. C'était déjà le cas pendant mon adolescence, quand j'ai fabriqué des radios. Ce qui me plaisait, ce n'était pas de pouvoir écouter la radio, mais de construire la machine jusqu'à ce qu'elle émette son premier son. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais également remercier Florent Gorge qui m'a gentiment envoyé son livre, ce livre sur lequel je me suis principalement appuyé pour cette vidéo. Ça s'appelle Space Invaders, comment Tomohiro Nishikado a donné naissance aux jeux vidéo japonais. Je vous le recommande chaudement. Merci également à Patrick Beau qui a bien voulu incarner Tomohiro Nishikado pour cet épisode. Patrick Beau, vous connaissez sûrement pour sa chaîne Axolot, qui au cours de ses voyages nous parle de curiosités, de choses insolites, c'est vraiment super, donc si vous ne connaissez pas, allez y jeter un œil. Et enfin, merci à Chloé qui m'a traduit des extraits de reportages japonais en français. Chloé de la chaîne Japanistar qui nous parle du Japon sous toutes ses coutures, autant les détails insignifiants mais rigolos que des vrais problèmes de société. Donc voilà, je vous invite également à aller voir sa chaîne, elle est vraiment top. Je vous mets les liens de cette chaîne et celle de Patrick Beau dans la description de la vidéo, elles vont apparaître également ici. Pour ma part, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. Allez, à bientôt, ciao!